Ce talk va durer 1 heure. On va vraiment le tourner autour de l'expérience un petit peu de ce qu'est Blue Valet et on va aussi beaucoup tourner autour de la gestion de crise car Blue Valet est une startup dans le travel business et Hugo, ben, ta boîte est directement impactée par tout ce qui se passe aujourd'hui avec la crise du Covid. Et donc, tu proposais justement d'avoir ton retour expérience sur ça et de parler de façon très claire et très sincère sur un petit peu comment aujourd'hui, en tant que CEO d'une startup dans ce domaine-là, tu vas pouvoir un peu gérer tout ça. Donc, je propose qu'on commence par parler de toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et présenter un petit peu ce qu'est Blue Valet? Ouais, donc moi je suis Hugo Ricard, président et cofondateur de Blue Valet. Blue Valet, j'ai monté en 2015, donc ça fait 5 ans. Le 26 mai, on fêtera nos 5 ans. Avec mon frère Benoît qui est 4 ans mon aîné. Donc on a lancé Blue Valet, moi j'avais 23 ans, je sortais juste de Master 2, lui quittait son poste. Blue Valet, aujourd'hui on est leader du parking voituré dans les aéroports et les gares en Europe. L'idée c'était vraiment de simplifier l'accès aux aéroports et aux gares pour tous les passagers. Vous réservez votre service en ligne sur nos apps mobiles ou notre site internet. Vous arrivez avec votre véhicule devant votre terminal de départ. Un voiturier Blue Valet prend en charge votre véhicule, part le stationner et à votre retour, on vous le ramène à votre terminal d'arrivée. Donc, ça apporte du confort, du gain de temps et de l'économie parce qu'on a en moyenne entre 20 et 30% moins cher qu'un parking classique, un taxi, qu'un VTC. Voilà, ça, c'est l'idée de Blue Valet. Donc, on a commencé à Bordeaux parce qu'on est originaire, mon frère et moi, de Bordeaux. Et puis après, petit à petit, on s'est étendu à travers l'Europe. Ok. Alors justement, Muriel, tu demandais pourquoi ils ont eu cette idée. Ben, c'était un petit peu la question suivante. Pourquoi avoir créé Blue Valet? Est-ce que quand tu as créé Blue Valet, tu avais hésité avec d'autres idées, avec d'autres sujets possibles? Comment être fixé sur cette idée de service de voiturier? En fait, mon frère et moi, on a toujours eu envie d'entreprendre. On n'a jamais vraiment eu la bonne idée. Moi, j'étais en stage de Master 2, donc j'étais un peu sur la fin des études, concentré à avoir mon diplôme. Et lui, ça faisait 4 ans qu'il était dans la vie active. Il était voyageur d'affaires, il prenait l'avion toutes les semaines depuis l'aéroport de Bordeaux. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, Hugo, c'est une énorme galère l'accès à l'aéroport de Bordeaux, ça coûte cher, les parkings sont saturés, il faut que je tourne plusieurs longues minutes avant de trouver une place. J'ai déjà raté mon avion, j'ai raté des rendez-vous, etc. Donc c'est une vraie galère. Et puis en plus, le coût est exorbitant. Donc, il faut qu'on apporte une solution aux passagers. Donc là, on s'est posé, on a réfléchi à ce qui se faisait. Au début, c'était pas ça l'idée de Blue Valet. On voulait faire de la location de véhicules pour les passagers. Après, on voulait faire de la navette. Finalement, on a dit on va faire du valet de service parce que ça n'existe pas en France. Et du coup, on a fait ça, on a lancé l'idée. On a été voir l'aéroport de Bordeaux pour un peu tester l'idée, leur dire est-ce que vous pensez que ça peut marcher. On voulait pas faire ça en catimini et se retrouver avec un procès de la part de l'aéroport 6 mois après. On n'avait pas les épaules pour. Donc, on a été voir l'aéroport pour peaufiner le projet, monter le projet ensemble. Et ça faisait 1 an, eux, bizarrement, qu'ils bossaient sur le projet parce qu'ils avaient eu la demande de la part des passagers. Donc, en fait, ils avaient des problèmes auxquels ils ne trouvaient pas de réponse parce qu'ils n'avaient pas une approche complètement digitale comme on l'avait pensé, etc. Donc, en fait, on a finalisé le dossier ensemble et très vite, on a été les voir en octobre 2014 et en mai 2015, on a lancé le service. Donc, à l'échelle d'un C'est aéroport, très vite, hein. ouais, à l'échelle d'un aéroport, c'est très, très rapide. Et on a lancé le service ensemble. Et du coup, on a bénéficié de dispositifs d'entrée. On avait un emplacement réservé devant les portes des terminaux, on avait un comptoir, on avait des places logotées, etc. Donc, en fait, on avait des facilités qui nous ont apporté vachement de visibilité. On garait aussi au début les véhicules chez eux, etc. Donc, en termes de gestion personnelle, c'était super simple parce qu'on a commencé, mon frère et moi, sur le terrain tous les deux. Donc, ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier. On a commencé comme ça petit à petit. Et en fait, l'idée, voilà, est venue de mon frère en disant, mais en fait, c'est juste une expérience perso, hein, comme beaucoup de boîtes. C'est-à-dire, je vis une galère et comment on peut la résoudre. Ok. Mais alors justement, tu as évoqué. Est-ce que cette idée existait déjà dans d'autres pays? C'est que c'est international et tu as Ouais. voulu l'appliquer en France? Elle s'est pas mal répandue aux États-Unis. Ok. On en trouve dans les aéroports, même dans les centres commerciaux aux États-Unis, dans les gros centres commerciaux. Et c'est pas mal répandu aussi à Londres. Il y a des valets de service dans les 4 gros aéroports de Londres qui sont installés depuis 10 ans. Après, en Europe, aujourd'hui, on a pris le leadership parce qu'en fait, on a été vite et il n'y a pas d'acteurs. C'est-à-dire quand on regarde, par exemple, l'Espagne, il y a quelques acteurs qui sont locaux. Il y a un acteur à Barcelone, mais qui est même pas à Madrid. Pareil en Allemagne, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de leader européen. Donc, voilà. Ça Donc existait en fait, surtout au UK aux USA. donc est-ce qu'on pourrait dire que finalement un des facteurs de réussite de ta boîte, enfin de votre boîte, c'est votre agilité, votre capacité à rapidement prendre des places sur le marché et votre réactivité? Ouais, c'est beaucoup le timing aussi. Il y a beaucoup un time to market qui était là, qui était bon. Il y avait une demande à la part des passagers, le trafic des aéroports qui était exponentiel, les parkings qui saturaient, etc. Donc, il y a eu plein de facteurs qui ont permis cette réussite-là. Voilà. Et le fait d'aller vite Ok. aussi. Ok. Ben, très bien, je te remercie. Je te propose qu'on commence à parler un petit peu de management. Tu étais jeune, je crois que tu avais 23 ans Ouais, c'est quand ça. tu
quand tu as cofondé Blue Valette, hein, c'est ça. Comment est-ce que tu deviens si vite le CEO d'une boîte que je pourrais qualifier une pépite parce que finalement aujourd'hui vous avez levé plus de 8 millions d'euros, il me semble. Euh, et comment passer si vite de statut tu parlais que tu étais étudiant, hein, tu étais étudiant en business school à Bordeaux, il me semble. Ouais. Aujourd'hui, finalement, ta première expérience, c'est d'être CEO d'une boîte qui a déjà levé 8 millions et qui est une scale-up. Comment gérer ça en termes de management? Comment apprendre? Comment se former? Voilà. Comment tu as vécu ça? En fait, la clé du truc, c'est que c'est progressif. C'est-à-dire que si moi, demain, je suis vierge de toute expérience entrepreneuriale et tu me mets à la tête de Blue Valette, je tiens pas une heure. Vraiment, c'est que c'est progressif et que tu apprends à entreprendre tu deviens entrepreneur en entreprenant et c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que il y a un article qui est très bien fait de YC sur le rôle du CEO. Au début, tu commences, tu fais tout. C'est-à-dire qu'on a commencé à voiturer mon frère et moi, on avait aussi des véhicules, on faisait le service client, on faisait de l'IT, on faisait le marketing, on faisait les sales, on faisait tout. Et après, très vite, ce que tu veux faire, c'est que tu screens l'organisation et tu regardes là où tu as le moins de valeur, tu remplis des profils et tu recrutes des gens meilleurs que toi. En fait, voilà, c'est que tu commences à tout faire et petit à petit, tu délègues et tu prends moins de décisions et tu structures ta boîte et tu délègues avec des gens, une équipe qui te permet d'avancer. Mais c'est progressif, en fait. La croissance de Blue Valette est rapide, mais ça reste progressif au jour le jour. Donc voilà, c'est comme ça que tu apprends. Et après, c'est beaucoup aussi, beaucoup de podcasts, hein, beaucoup de je fais pas mal tu lis des livres, mais moi je lis pas le livre, mais je regarde sur une application qui s'appelle Cooper, c'est des audiobooks, et tout ce qui est voilà management positif, le dev perso, la culture lean, leadership, etc. Donc voilà, tu t'instruis, pas mal coups d'état aussi. J'ai bouffé pas mal de coups d'état, ça m'a pas mal inspiré. Voilà, et puis aussi, tu apprends beaucoup par référence. C'est-à-dire que moi, j'avais la chance de connaître 2-3 CEO qui avaient 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de plus d'avance sur moi. Et en fait, tu leur poses des questions parce que tu n'as pas le même service, tu n'as pas le même produit, mais en fait, les sujets de boîte, tout le monde a les mêmes sujets de boîte. Donc, en fait, lui, tu sais qu'il y a 6 mois, 1 an, il a rencontré le même problème, c'est-à-dire recruter la bonne personne ou structurer ta boîte, ton management, etc. En fait, il a trouvé des solutions à ça. Donc, en fait, il faut se servir aussi de la communauté d'entrepreneurs et ça te permet vraiment de lever les bloqueurs rapidement et de gagner du temps. Ok. C'est marrant parce que tu cites Coobers. Coobers, c'est justement une boîte qu'un ancien du wagon a créée. Okay. Et tu cites Coup d'État, et Coup d'État, on a également pas mal des gens du wagon qui font partie de l'équipe de Coup d'État, Oui. avec The Family, on partageait les mêmes locaux au début de la création du wagon. Donc en fait, effectivement, c'est tout un écosystème tech que l'on trouve pas mal. Ouais, bravo parce que c'est top et ça m'a beaucoup aidé. Et encore aujourd'hui, hein, ça m'aide beaucoup. Ah bah, bravo à eux. Hein. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Véronique, justement, va regarder un petit peu toutes vos questions. Et derrière, il y a pas mal. Je réponds pas à tout de suite parce qu'il y a pas mal de questions que je vois. En fait, on va y répondre dans le déroulé du webinaire. Et les questions auxquelles je n'ai pas répondu, on se les note. On essaiera de répondre en fin de webinaire à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à en poser. Nous, derrière, on va faire un petit peu on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, du coup, ta réponse c'était tu te formes et tu m'as dit du coup que tu t'es également entouré et que ça s'est fait progressivement. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, tu es manager. Vous êtes combien de personnes chez Blue Valette aujourd'hui? On est, à travers l'Europe, on est 150, 160 salariés. Ah ouais, c'est énorme. Et on bosse avec, pareil, 150 auto-entrepreneurs qui sont voiturés. Et en termes de management, quand toi, toi qui aujourd'hui es un manager, à ton avis, quelles sont les qualités managériales qui sont importantes pour pouvoir bien gérer tout ça et quelles sont aussi les qualités managériales que tu vas chercher quand tu vas chercher à recruter quelqu'un? Il y en a plein de qualités managériales qu'il faut avoir, mais pour moi, si je dois en sortir 3, c'est vraiment la première, c'est la franchise. Parce qu'il faut dire les choses qui font plaisir, mais aussi dire les choses qui font mal et surtout les expliquer. Et c'est ça ce qui va être le socle de toute la relation de confiance, toute la fiabilité, etc. qu'il peut y avoir entre deux personnes. Donc c'est bon, pouvoir à la fois se reposer sur son manager et le manager se reposer sur son N-1 parce que c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un à qui on a confiance et c'est essentiel, avoir une confiance entre manager et manager. Empathie aussi, c'est savoir se mettre à la place de celui. Ouais, tu m'entends? Ouais, il y a eu un petit glitch, mais c'est bon, je t'ai retrouvé. C'est l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de la personne que tu manages parce que tu vas pouvoir comprendre sa réaction et ouvrir le débat de manière constructive. C'est-à-dire que si tu es fermé sur tes idées, etc., et que tu n'es pas à sa place, parce que moi, en plus de manager, je suis employeur, donc tu as cette casquette-là, c'est-à-dire que tu n'es pas que le manager, tu es employeur, donc tu es décisionnaire, etc., tu as ce rôle-là. Donc, il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'empathie pour se mettre à la place et dire, est-ce que la décision que je prends, c'est la bonne, etc.
Pour moi aussi, le troisième grosse qualité qu'il faut avoir hein, parmi d'autres qualités, c'est la remise en question. Il faut se remettre en question tous les jours sur toutes les décisions qu'on prend, etc. Et sur des choses futiles, c'est-à-dire un Slack que tu envoies, un mail que tu envoies, la tournure, comment tu parles, etc. Et c'est vraiment important de se remettre en question parce que tu fais des erreurs petites ou grosses tous les jours. Il faut les détecter et pouvoir, et c'est ça, c'est ce qui te permet de progresser et d'avancer. Donc finalement, quand tu vas rechercher à recruter quelqu'un, tu vas chercher à recruter surtout quelqu'un qui est honnête et qui va être franc, parce que tu vas chercher quelqu'un qui est capable de. Tu sais que tout le monde peut faire des erreurs, mais du coup, tu vas vouloir quelqu'un qui soit honnête avec ça et avec qui tu vas pouvoir progresser. Ouais, et le plus gros critère qu'on regarde, nous, c'est le culture fit, c'est sûr. C'est vraiment, c'est essentiel. Alors, nous, chez Blue Valet, on n'a pas une culture qui est hyper bien définie, etc. Enfin, on a forcément une culture de boîte parce que ça fait 5 ans qu'on est là, etc. Il y a des valeurs dans la boîte, mais elle n'est pas clairement définie et pas assez. Donc, on est en train de travailler dessus. Justement, on va prendre peut-être le temps du confinement là pour vraiment bâtir une culture hyper solide. Mais c'est vraiment le culture fit, c'est-à-dire, si je devais retenir qu'un critère sur le recrutement, c'est est-ce que le candidat va s'intégrer dans l'équipe? Et faut avoir des, en fait, faut avoir des valeurs qui sont assez clivantes parce que, en fait, ça te permet de gagner du temps. C'est-à-dire que tu sais si le candidat de suite, il va s'intégrer à l'équipe ou pas. Et si c'est pas le cas, s'il adhère pas aux valeurs, etc. de la boîte, tu le recrutes pas, même si c'est un très bon élément, parce que ça te fait gagner du temps et ça te fait gagner de l'argent, quoi. Ok, je vois Stéphanie qui demande est-ce que là je peux poser un problème pour un junior. Alors là, je sais pas de quel type de poste tu parles, Stéphanie, mais alors du coup je vais essayer d'extrapoler la question. Dans ton équipe, globalement, tu as tous les âges. Est-ce que tu as une idée de la moyenne d'âge? Est-ce que finalement l'âge est en développeur junior? D'accord. Alors du coup, ça veut dire quoi? Est-ce que l'âge du développeur, bah, écoute, je te propose de t'extrapoler la question. L'âge du développeur. Quelle est la moyenne d'âge, quelle est la moyenne d'âge de tes équipes? Est-ce que tu recrutes des gens enfin voilà. La moyenne d'âge, je crois que c'est 28 ans. Donc, on est des gens assez jeunes. Hein. Et à chaque fois, c'est ce qu'on dit quand on fait des séminaires trimestriels. On se dit, mais on est tous super jeunes. Et pour pas mal de monde, c'est leur première expérience pro, etc. On arrive quand même à faire des belles choses. Donc, ça, c'est top. Et la moyenne, c'est 28 ans. Après, là, on avait des gens un peu plus jeunes au début, forcément. Et en fait, on a fait rentrer la seniorité. Parce que il y a des gens qui sont avec nous depuis 3-4 ans et voilà, qui ont vieilli forcément, qui sont devenus managers. On a fait rentrer aussi des head-off pour structurer l'Europe avec un peu plus d'expérience et forcément des gens qui sont un peu plus âgés. Mais on reste une Je équipe vois, très jeune. ok. Je vois Big Up qui demande quelles sont les valeurs de Blue Valet. Du coup, je te pose la question. Quelles sont les valeurs que tu identifierais chez Blue Valet? Mais nous, on a quand même une grosse valeur, c'est que c'est quand même, on ressemble à une grosse famille, quoi. Il y a beaucoup cette valeur-là de proximité, etc. Après, on a une grosse valeur aussi pour nous, c'est la rigueur, c'est-à-dire qu'on pense il faut être très rigoureux, etc. et que ça te fait gagner du temps à tout le monde. Il faut beaucoup de franchise aussi dans les équipes. Ça te permet aussi d'aller vite, de se dire les choses, d'expliquer les choses. Enfin voilà, c'est des valeurs comme ça. Mais on est en train de travailler dessus. C'est pas clairement indéfini. On voudrait les illustrer, etc. Et on va faire ça. Alors, ils me disent c'est Big One Up, pas Big Up. Ok. Très bien. Excuse-moi pour Big One Up. Je continue du coup le développement de l'entreprise. Bon, encore une fois, tu disais hein, finalement vous avez été créé en 2015. Aujourd'hui, tu parlais de 150 collaborateurs. Est-ce que c'est ce que tu imaginais il y a 5 ans, de grandir aussi vite quand tu as créé la boîte, ou finalement ça s'est fait vraiment au fil de l'eau et tu n'avais pas de projection initiale quand tu as aussi grosse quand tu as démarré la boîte? Non, on n'imaginait pas ça. Juste ce qu'on voulait avec mon frère, on voulait vraiment développer le service à Bordeaux. On n'avait pas d'argent au début, donc on s'est dit, on va tester à petit budget, on va prendre du feedback, on va faire le service nous-mêmes, etc. Et puis on va voir si ça fonctionne. Donc l'idée, c'était vraiment de Bordeaux un laboratoire et vraiment éprouver l'idée. Après, si ça fonctionne, ce qu'on voulait faire, c'était le développer. On avait quand même l'ambition, on voulait le développer en France et à l'international, d'où le nom anglais de suite, Blue Valet. Après, la trajectoire que ça allait prendre, on ne savait rien. On savait juste qu'il fallait qu'on travaille comme des acharnés et proposer un service irréprochable, parce qu'on est vraiment dans le service et c'est la clé, la qualité de service pour pas de regret et pour maximiser nos chances de réussite. Quoi, c'est tout. Alors justement, tu parlais de Bordeaux qui a servi un petit peu d'incubateur hein, pour tester, de test. Tu es bordelais, je crois. En tout cas, la boîte est basée à Bordeaux, Madame Méridac, si je ne dis pas de Non, je suis bêtises. bordelais. Être à Bordeaux, pour toi, est-ce que c'est un facteur de croissance? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est quelque chose qui a été neutre? Quelle est ta position? En fait, ça dépend des sujets. Par exemple, pour la tech,
Je pensais que c'était un avantage, mais je me rends compte que c'est saturé partout en France. Et même à Bordeaux, on galère à saturer. On met des chasseurs de tête, etc. Et on n'arrive pas à trouver plus que des startups parisiennes, je pense. Je pense que c'est encore plus saturé à Paris, mais c'est assez saturé à Bordeaux pour pas trouver des développeurs que tu veux, quoi, enfin le nombre que tu veux. Après, il y a deux gros avantages à être à Bordeaux, c'est que l'écosystème startup est moins gros, moins dense qu'à Paris, donc tu peux plus facilement sortir du lot et te faire opérer. Après, il y a pas mal de gens aussi, des Parisiens, etc., qui veulent vivre en province, qui viennent à Bordeaux est une ville agréable, etc., donc ils veulent venir à Bordeaux et du coup, quand ils veulent intégrer une startup avec une dimension européenne, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup, donc ça permet d'attirer des talents. Après, donc ça, c'est les avantages. Les inconvénients, c'est que t'es pas dans l'écosystème parisien, quoi. Donc, tout ce qui est VC, relations publiques, tous les événements, etc., t'es pas dedans. Donc, voilà, t'es un peu en retard là-dessus. Mais, si tu fais le bilan, c'est plutôt net. Ok. Alors, juste pour ceux qui sont arrivés en cours de route, il y a Véronique qui est la directrice marketing de Blue Valet, qui est en modératrice de notre chat et qui du coup peut répondre aux questions que je n'aurai pas forcément le temps de poser à Hugo en live. Donc n'hésitez pas, elle est vraiment la personne la mieux placée également pour répondre à beaucoup de choses que je vois défiler dans le chat quand je peux pas prendre les questions à la volée. Bon, du coup, tu disais que l'avantage d'être à Bordeaux, ça t'a permis finalement d'émerger, de sortir en fait, Ouais. d'avoir plus de visibilité plus rapidement du fait d'un écosystème qui est peut-être un peu moins dense hein, que Paris, mais de façon évidente, mais qui du coup t'a permis de ressortir et d'avoir plus de visibilité, ce qui t'a fait peut-être gagner de l'acquisition. J'avais des questions aussi sur des pivots que tu as réalisés avec Blue Valet, mais finalement, tu as déjà répondu un petit peu au début. Tu disais que le service de Blue Valet tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas forcément ce que tu avais imaginé au tout début. C'est que tu as itéré petit à petit. Ouais, on a fait évoluer l'offre forcément. Après, il y a des boîtes qui ont un événement clé, tu sais, vraiment un move stratégique qui a changé l'histoire de la boîte. Nous, on fait pas partie de ces boîtes-là. C'est-à-dire qu'il y a une évolution progressive. On n'a pas eu un pivot fort, on n'a pas changé de business model, de produit, etc., ou de service. Nous, c'est l'évolution quotidienne avec des ajustements systématiques, etc., de la remise en question et faire évoluer l'offre, le produit, le catalogue de services, etc. Mais il n'y a pas eu de pivot fort qui ont changé l'histoire de la boîte. Ok. Alors, je vais bientôt passer à la gestion de crise. Juste avant, j'ai une dernière question. C'est que, mais avant qu'on passe en crise, tu étais en train de, t'avais fait une série A. Ouais. Donc, c'est-à-dire, alors une série A, pour ceux qui connaissent pas forcément le jargon tech, hein, c'est que, en gros, tu as fait une levée de fonds. Ouais. Dont il me semble que la finalité était d'avoir de la croissance à l'international. J'ai deux questions par rapport enfin, j'ai surtout une question par rapport à ça. C'est comment tu as abordé la complexité d'une série A, parce que finalement, tu n'as pas d'expérience d'avoir fait une levée de fonds dans une autre boîte, vu que c'était ta première boîte. Comment on se retrouve d'étudiant en business school à quelqu'un qui a réussi à faire des levées de fonds jusqu'à 8 millions d'euros, alors que finalement, c'était la première fois que tu voyais ça. Tu m'expliques un petit peu le process? Mais en vrai, on s'est fait en toute modestie accompagné par les meilleurs, quoi. Donc là, c'était une mention spéciale à Brice et Kevin d'Alienor Partner qui nous ont accompagnés parce que on a monté la boîte à 23 ans, à 24 ans, on a fait notre premier tour de table. Et en fait, j'avais une connaissance proche de zéro en levée de fonds, hein, voilà. Et en fait, ils nous ont tout appris, quoi. Donc, on s'est fait accompagner. C'était pas notre métier. On a fait le choix avec mon frère de dire, on se fait accompagner par des mecs qui savent faire ça, qui savent faire la levée de fonds, qui vont prendre le temps, etc. Donc, on s'est fait accompagner, on a appris avec eux, ils nous ont tout appris, ils nous ont partagé leur savoir et c'est avec eux qu'on a fait la CIM, qu'on a fait la série A et là qu'on est en train de faire la série B. Voilà, donc tu te fais Alors, accompagner et t'apprends. Alors, du coup, tu parles de série B. Je pense que la série B, mais justement, c'est peut-être un vrai sujet, notamment pendant cette période de crise. Donc, je propose qu'on rentre maintenant dans le cœur du sujet. Ok. Bon, comme tout le monde le sait, on est en plein milieu d'une crise sanitaire et économique mondiale. Et par mondial, je veux dire que le business travel, donc enfin l'économie du voyage est clairement hyper impactée. Et de facto, tu te retrouves hyper impacté. Donc, première question, comment la situation actuelle affecte ton business concrètement? Mais en gros, c'est assez simple et assez brutal, c'est-à-dire qu'en 10 jours, on est passé d'un chiffre d'affaires de 100% à zéro, quoi. Donc, on avait un train de jour à 100%, on est passé à zéro en 10 jours, donc c'était super brutal. Ce qui nous a fait défaut, nous, dans la gestion de la crise, c'est qu'en fait, les vacances scolaires étaient à cheval sur février et mars. Et nous, on fonctionne très bien sur les vacances scolaires.
Quand on regarde fin février les chiffres, etc., il n'y a rien de particulier. En fait, les chiffres, quand tu regardes par rapport à N-1, tu fais ta croissance. Sur février, on tient le BP, etc. Donc, il n'y a pas de sujet. Après, début mars, on commence à sentir le train glisser et là, on commence à s'inquiéter. Si je te refais un peu la chronologie, on est le 24 février. Il y a un actionnaire qui m'appelle, qui me dit fais gaffe au Covid, etc. Prépare un plan de crise, etc. Le lendemain, on a un copil. Donc, on en parle en copil. On regarde les chiffres. Ça, c'est le 25 février. Alors, copil, juste peut-être pour les autres CODIR, initiés, c'est le comité de pilotage. Ouais, comité de pilotage, le CODIR ou COMEX. Et on fait un copil, on en parle au manager, on se dit bon, Covid, etc. On en parle rapidement, je pense trop rapidement a posteriori. Et on se dit mais les chiffres de février sont bons, on fait le BP, pas de sujet, on fait même super forme de BP, etc. Donc on se dit bon, ok, on surveille les chiffres, on fait gaffe. Et en fait, en 2 semaines, le copil, on fait un copil tous les 15 jours. Le copil de 2 semaines après, là c'était copil de crise, on a mis la boîte au chômage partiel, on a gelé les embauches, on a frisé les dépenses, etc. En fait, en 2 semaines, tout s'est joué et c'est pour ça que c'était hyper brutal. Et en fait, en étant startup du travel, l'avantage, c'est qu'on a été impacté avant les autres. Donc, on a eu un peu quelques jours pour réagir plus vite. Mais l'inconvénient, c'est que tu es impacté de plein fouet et tu es en première ligne, quoi. Donc, tu prends de suite très cher quand tu en travel. C'est là où ça se frise en premier. Et là, de suite, on s'est mis dans un mode super pessimiste que pour moi, dans la gestion de cette crise, et c'est encore ce que je fais aujourd'hui, il n'y a pas de valeur ajoutée à être optimiste. C'est-à-dire que on fait des scénarios super pessimistes, on se prépare au pire, et si ça se passe mieux que ce qu'on avait prévu, ça sera une bonne nouvelle. Et si ça se passe comme on avait prévu, on aura été préparé. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucune valeur ajoutée à être optimiste sur cette crise. Donc on est pessimiste, et même les scénarios, on en parlera tout à l'heure, c'est un relance, etc. On reste pessimiste parce qu'en fait, on se prépare à ça. Alors, du coup, comme tu le disais, ça arrivait très vite pour tout le monde, mais directement pour toi, parce que comme c'est ce que tu viens de nous expliquer. Du coup, concrètement, quels sont le type d'actions que tu as dû effectuer quand ça t'est tombé dessus? Est-ce que j'imagine que tu as eu des clients qui ont eu des problématiques? Enfin voilà, comment ça s'est passé? Mais là, tu as beaucoup de priorités, mais ton top priorité, c'est tes équipes, tes clients et de suite après ton cash pour faire tenir la boîte. Donc, tes clients, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, le service client n'a pas été en chômage partiel. Et il a été, aujourd'hui, il est toujours 7 jours sur 7, mais en horaire réduit. Mais on a laissé le service client pour gérer tout ce qui est, parce qu'on a, en fait, quand il y a du confinement, on a annulé toutes les prises en charge. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu les restitutions parce que il y avait des clients qui étaient à l'étranger, qui rentraient. Et il fallait leur restituer le véhicule. Donc, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que nous, on ne pouvait pas faire baisser le volet et fermer la boîte, quoi. On ne pouvait pas faire comme un restaurant. On avait des véhicules dans nos parkings, il fallait les restituer. Donc, en fait, avec les voituriers, on a restitué les derniers véhicules, les services clients, appelé des clients, les prévenait, etc. Mais on a stoppé les prises en charge pour limiter le risque pour nos équipes, etc. Et voilà. Et au début, on faisait des remboursements 100%. Et dès que le décret est passé, on est passé sur les avoirs parce qu'il fallait aussi préserver le cash de l'entreprise. Mais en fait, malgré la situation, on voulait pas que l'expérience client soit dégradée. Et du coup, on a continué à restituer les véhicules en bonne et due forme avec une bouteille d'eau fraîche, etc. On a vraiment maintenu notre niveau de qualité. Ça, c'est la partie client, c'est pas autour du demande. Après, niveau équipe, en fait, il faut prendre des mesures, c'est-à-dire que là, ce que tu fais le premier jour, c'est que moi, j'ai un head of finance, Étienne, qui m'aide beaucoup là-dessus. Le premier jour, quand on a senti que l'activité allait être à l'arrêt, on a pris le PNL et là, tu te mets vraiment en mode cost killer et tu prends toutes les lignes de ton PNL et tu descends. PNL, c'est compte de résultat ou ton compte de résultat et tu descends toutes les lignes de dépenses et tu dis qu'est-ce que je maintiens, qu'est-ce que je coupe. Et là, tu te poses pas trop de questions, c'est-à-dire que tu sais, surtout qu'en fait, nous, on en parlera tout à l'heure aussi, mais on était en pleine levée, en pleine série B. Donc, en termes de cash, quand tu es prêt à lever de l'argent, c'est que, voilà, ton cash, ta position cash commence à être tendue et du coup, tu dois lever de l'argent. Donc, en fait, on n'était pas post-levé avec de l'argent, etc. Donc, en fait, en termes de trésorerie, déjà, c'était assez tendu en termes de lifetime value. Donc, on a dit, voilà, là, t'es avec ton DAF et tu prends les mesures. Et après, donc là, c'est pour, tu gèles tes dépenses, t'appelles tes fournisseurs, t'appelles tes partenaires, tu discutes, tu négocies des échelonnements de paiement. Et après, tes équipes aussi, hein, de prendre du chou super bien fait en France et qui aide beaucoup. C'est pas en Europe aussi, mais tu vois quand même, nous on est en Belgique, en Espagne, au Portugal, tu vois quand même en France, c'est quand même le mécanisme le plus comment on dit, le plus généreux. Et du coup, tu mets une partie de ta boîte au chômage partiel, tu commences progressivement, c'est-à-dire que toutes les personnes
dont tu n'as plus besoin pour la crise parce que ton activité est à zéro, mais tu dis, voilà, tu les mets les gens au chômage partiel et petit à petit, tu t'avances et tu es progressif sur ta mise en chômage partiel. Donc clairement, tu as été les actions mises en place par le gouvernement aujourd'hui sont des actions qui t'aident à maintenir la société à flot pendant cette période, quoi. Mais en fait, sans ça, sans le chômage partiel, sans le gel des dépenses sociales, etc., sans le plan garanti par l'État, les financements, etc., si on active, c'est que la boîte n'est pas au tapis, c'est sûr. C'est-à-dire que tu peux pas faire sans ça, parce que tu peux pas, en fait, si tu as zéro recette, tu peux pas avoir 100 dépenses, quoi. Il faut que tu arrives à Bien avoir sûr. zéro dépense ou couper tes dépenses au maximum, sinon ça marche pas. Donc les Ok. mesures prises par l'État, ce qu'ils ont fait, etc., ça nous sauve, clairement. Mais du coup, ça m'amène à une autre question, c'est qu'aujourd'hui, il y a les informations sur la crise changent hyper vite, autant par les informations que l'État nous donne sur le système d'aide, et puis également en fait des informations que tu as, j'imagine, au niveau des aéroports, de la reprise des vols. J'entendais la ministre des Transports il y a quelques jours dire que les vols internationaux seraient probablement hors service cet été, mais a priori les vols nationaux Aussi, ouais. seraient peut-être. Alors, moi, j'ai entendu qu'il serait peut-être finalement possible les vols nationaux, mais pas On sait pas, ouais. internationaux. Alors, justement, en fait, les informations changent hyper vite. Comment c'est possible aujourd'hui pour toi d'essayer d'avoir une vision stratégique à moyen terme dans un environnement qui change aussi vite? Mais c'est le sujet le plus dur, quoi. C'est-à-dire que déjà, nous, en fait, on est tellement impacté par plein d'acteurs. C'est-à-dire que le premier truc, c'est le confinement. C'est-à-dire que tant qu'il y a le confinement, les gens ne peuvent pas sortir de chez eux, donc par définition, ne peuvent pas voyager. Déjà, tant qu'il y a le confinement, pour nous, c'est mort. Après, tu as les aéroports qui ont fermé. Orly a fermé, l'aéroport de Bordeaux a fermé. Donc, tant que l'aéroport ne rouvre pas, le service Mouven ne peut pas opérer. Après, tu as les compagnies aériennes, EasyJet, Lufthansa, Air France, ils ont posé tout leur appareil au sol jusqu'à nouvel ordre. Donc, là, pareil, si tes grosses compagnies leaders sur le marché ne volent pas, toi, tu peux pas ouvrir. Donc, en fait, tu es un peu le dernier maillon de la chaîne et tu dois attendre que tous ces acteurs se remettent en ordre de marche, etc. Et tu es dépendant de ça, en fait. Et après, pareil, c'est en fonction de ce qui va se passer international, les États-Unis, etc., la Chine, tu as sûrement les vols intérieurs qui vont reprendre un peu plus vite si le gouvernement les interdit pas. Tu as l'espace Schengen qui devrait être fermé jusqu'à septembre, etc. Donc voilà, nous, on est dépendant de plein de critères qui évoluent super vite tous les jours, toutes les semaines. Donc c'est hyper difficile de faire des scénarios de reprise qui soient fiables. Alors, du coup, j'avais une question que j'allais poser un peu après, mais elle ne cesse de revenir, donc je vais te la poser dès maintenant. C'est un peu les projections de Blue Valette dans 5 ans. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur un petit peu comment tu te projettes dans l'avenir, combien de temps tu peux tenir dans cette situation et comment tu peux te projeter dans les. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des projections de Blue Valette d'ici 5 ans? Mais en fait, Blue Valette a préparé une série B de 12 millions. Juste Alors, avant la crise. juste pour pas perdre des gens qui sont peut-être pas familiers de ce langage, série B, en fait, c'est une deuxième levée de fonds. Oui, pardon, c'est ça. Ouais. Voilà, pour permettre d'accélérer en fait sur l'ambition que tu avais. Ouais, c'est ça. Et en fait, on avait on devait faire une levée de fonds de 12 millions. On avait nos actionnaires historiques qui réinvestissaient une grosse partie du montant. On avait lancé, mais justement avec Alienor Partners, le tour, etc. On avait rencontré une petite dizaine de VC avec qui on avait eu un super bon fit. On avait tous les voyants qui étaient ouverts pour faire cette levée. Et sans trop m'avancer, je pense que cette série allait être un succès. On allait tenir le timing, etc. Et cette levée nous permettait d'amorcer toute notre stratégie à 5 ans. À savoir, en fait, l'année dernière, on a ouvert 3 pays, la Belgique, l'Espagne, le Portugal. On allait ouvrir l'Italie, mais bien sûr, pour les raisons que tu peux comprendre, on a mis en stand-by l'ouverture. Donc là, il nous reste la filiale est créée, etc. Donc on va ouvrir l'Italie. Et après, derrière, ce qu'on voulait faire avec cette levée, c'était terminer notre expansion géographique avec les gros aéroports en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Donc, en fait, ça, c'est la stratégie, se développer et renforcer aussi nos positions sur les pays qu'on a ouverts. Ça, c'était la stratégie avant Covid. Ouais, ça, c'est la stratégie avant Covid, mais c'est toujours cette stratégie parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a anticipé 6 mois de crise, c'est-à-dire qu'on a 6 mois de mars à août où l'entreprise est à l'arrêt. C'est-à-dire que voilà, on a posé le stylo, c'est à l'arrêt, etc. On essaye avec nos partenaires, nos banques, la BPI, nos actionnaires de passer cette crise-là. Donc ça, on a relancer la machine pour en fait refaire la levée avec plus ou moins 9-12 mois de retard et qu'en fait en avril 2021, en fait ce qu'on veut c'est qu'en 12 mois, on ait rattrapé notre niveau d'activité qu'on avait avant la crise. Donc en fait, ce qu'on veut c'est qu'en février 2021, on fasse le même chiffre d'affaires que février 2020. Ça c'est un peu l'objectif. 6 mois de crise, 6 mois de relance et en 6 mois, on arrive à
reconstruire tout ce qu'on a construit en 5 ans et arriver à ce niveau-là. Donc, ça va être ardu, mais on y croit et on va faire ça. Et en février 2021, donc on aura en fait des super croissances à la reprise, etc. Et en fait, on va pouvoir juste refaire la levée, mais avec un an de décalage. Et en fait, là, avec cette levée de 12 millions, mais repartir sur la stratégie à 5 ans. Donc, en fait, ce n'est que partie remise. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un coup d'arrêt pour la boîte. On assure la survie de la boîte, on assure la relance et derrière, on repart avec les équipes, on sauvegarde les emplois et on se relance, on est motivé, on s'est tous reposés, etc. Et on refait et on redéroule notre stratégie à 5 ans avec la levée. Ok. Je vois aussi qu'il y a pas mal de questions qui tournent sur les aides que tu as dans d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, finalement, tu as dit que les aides du gouvernement français t'aidaient beaucoup à maintenir le cap avec tes équipes françaises. Comment ça se passe dans les pays étrangers? Mais là, c'est à peu près les mêmes aides. Après, c'est pas les mêmes montants, etc. Je vais pas rentrer dans les détails techniques. Hein, je vais pas envie de perdre tout le monde. Mais en gros, c'est pareil. Il y a en Espagne, au Portugal, en Belgique, il y a du chômage partiel, il y a des aides par l'État, des garanties par l'État, etc. C'est juste moins favorable, en fait. Moins favorable pour le salarié ou moins favorable pour l'entreprise en termes de prêts. Mais comme le gros du business aujourd'hui, voilà, les filiales, l'international est assez récent chez Blue Violet, finalement. Le gros du business, c'est quand même la France. Donc, en fait, ça nous avantage. Ok, ça marche. Et en toute transparence, quand tu as vu quand la crise est arrivée, comment tu as réagi? Est-ce que tu as eu la tête froide? Est-ce que au contraire, tu as eu un vrai vent de panique? Et puis finalement, tu as discuté avec ton DAF et d'autres personnes de ton comité de pilotage qui t'ont rassuré? Ou est-ce que eux ont paniqué, c'est toi qui les as rassurés? Je me demande un petit peu comment ça s'est passé quand l'ampleur de la crise s'est révélée au grand jour. En fait, je vais te faire une petite confidence. Et en mi-février, fin février, quand je vois que la crise commence à nous impacter, la crise n'est pas du tout mondiale. C'est-à-dire que, enfin, elle est en Chine, elle est en Italie, elle commence en France, mais elle n'est pas du tout au niveau qu'on la connaît aujourd'hui avec tout le monde confiné, etc. Donc, en fait, je vois l'impact sur le chiffre et je me dis, là, je commence à flipper. C'est-à-dire on est en pleine levée de fonds. Je me dis que ça est en train d'impacter le business. Donc, en fait, quand tu es en levée de fonds, tu as envie de montrer des chiffres qui sont ouverts, etc., de la croissance. Il faut vraiment que tu montes des beaux chiffres. Et là, tu vois que ta croissance est en train de baisser, que le mardi, tu fais moins que le lundi, que le mercredi, tu fais moins que le mardi, etc. en termes de chiffre d'affaires. Tu te dis, il y a un problème. Là, tu dis, si ça continue comme ça, il y a un risque pour la boîte. Il y a vraiment un risque, le pronostic vital de la boîte est engagé. Et en fait, dans le malheur de la pandémie mondiale, etc., ça nous a finalement nous servi à Blue Violet parce que c'est devenu une crise mondiale, une crise sanitaire, puis une crise économique. Et du coup, l'État a sorti l'artillerie lourde vraiment pour sauver les entreprises. Et en fait, on peut bénéficier de ces aides aujourd'hui. Et si ça avait été resté vraiment concentré sur le secteur du travel, etc., il y aurait beaucoup moins d'aides et du coup, peut-être qu'on n'aurait pas pu sauver la boîte. Mais en fait, voilà, c'est qu'au tout début, on a vraiment flippé, mon frère et moi, on s'est dit merde, ça nous impacte, notre train est en train de chuter, comment on va payer les salaires, comment on va payer les charges, etc. Et en fait, petit à petit, la crise a grossi et du coup, l'État s'est mis en ordre de marche, les banques aussi, la BPI, tout ça pour nous aider. Et ils jouent le jeu, hein, merci au passage, c'est-à-dire qu'on a des partenaires bancaires, des actionnaires qui nous font confiance aujourd'hui malgré la crise, parce qu'ils savent que c'est conjoncturel, ils savent qu'on va se relever plus fort, etc. Et que cette crise, on va réussir à la tourner en opportunité. D'accord. Bon. Du coup, ma question sur la série B, mais aujourd'hui, ta série B, elle est déjà aboutie. Est-ce que du coup, elle est sur le point d'aboutir? Non, on était vraiment au premier mois une levée, c'est à peu près 6 mois de process. On était vraiment sur le premier mois, donc c'était vraiment, on avait finalisé le business plan, on avait finalisé toute la présentation, etc. Donc on était vraiment au tout début. Et donc là, c'est en stand-by, c'est-à-dire que parce qu'en fait, les investisseurs s'occupent de leur participation plus que d'aller investir à droite à gauche et surtout dans une startup du travel. Aujourd'hui, tu as envie de voir si elle va survivre quoi, avant d'investir, ce que je comprends. Donc là, l'idée, c'est de passer la crise, de se relancer, de remettre les métriques au vert. Mais c'est vraiment un stand-by et c'est juste un décalage de 9 à 12 mois dans la levée. Mais finalement, quand je t'écoute, ce que j'entends, c'est que tu recrées une boîte en fait. C'est que quelque part, tu as une aventure de 5 ans pour emmener Blue Ballet là où ça en est aujourd'hui. Enfin, vous avez eu, parce que tu n'es pas tout seul, hein, vous êtes plusieurs associés, y compris ton frère. Mais donc vous avez mis 5 ans pour pour emmener Blue Ballet là où ça a été avant la crise. Et là maintenant, ton objectif en fait, c'est de te dire, j'ai 6 mois pour repartir de zéro et revenir là où j'en étais au bout de 5 ans d'efforts. Donc c'est vraiment En fait, tu repars pas à zéro parce que c'est là où tu es satisfait d'avoir une relation client qui est top, un service après-vente qui est top, etc. Parce qu'en fait, tu as une base client,
avec qui tu as des liens, qui te fait confiance, etc. Et en fait, tu auras ces gens-là qui vont revenir naturellement quand ils vont se remettre à voyager. Tu auras un retour assez naturel. Après, effectivement, tes dernières 20-30% sur ton chiffre d'affaires, il va falloir refaire de l'acquisition pour aller les chercher. Mais on part pas de zéro. C'est-à-dire que déjà, on a une équipe. C'est comme si tu prends l'analogie, tu construis une maison. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait les fondations avec l'équipe, on a construit les murs, etc. Effectivement, on n'est pas à l'abri. C'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise rentable qui a du cash pour tenir 12 mois, 18 mois, etc. On n'est pas à l'abri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de toit. Donc, c'est-à-dire que dès que ça pleut, dès que ça secoue un peu fort, il fallait qu'on se mette à l'abri, il fallait qu'on fasse gaffe. Et demain, c'est pareil. C'est-à-dire c'est juste qu'on a un peu posé la truelle, quoi. Et on s'est dit, voilà, on a toujours nos fondations, on a nos murs, on arrête un peu, on est en stand-by, mais on va reprendre. C'est-à-dire qu'on va reprendre toutes les équipes, on va les réactiver, on va essayer de sauvegarder 100% des emplois, et on va repartir, on va finir de construire le toit. Mais en fait, tout le truc, c'est quelle météo il fera à la reprise. Est-ce qu'il fera beau? Est-ce qu'il va pleuvoir, quoi? Comment va être la reprise? Quand est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'elle va être rapide? Est-ce qu'elle va être lente, etc. Et c'est vraiment la prise qui va être la reprise. En fait, la vigueur de la reprise qui va être un peu clé pour nous, pour Blue Valet, pour t'assurer de pouvoir sauvegarder tous les emplois, repartir vite, en 6 mois, reprendre ton niveau d'activité que tu as construit en 5 ans, réactiver tous tes sites, tous tes aéroports, tous tes gares, tous tes pays, etc. Voilà. C'est un peu ça. L'inconnu aujourd'hui, et tous les jours on en sait un peu plus, mais pour l'instant il y a quand même pas mal d'inconnus. Et du coup, là, aujourd'hui, ton feeling par rapport au secteur aérien, tu t'imagines que tu m'avais dit 6 mois depuis le début de la crise. Donc, tu penses que concrètement, dans 6 mois, les aéroports vont commencer à réouvrir? Tu penses que ça doit recommencer un petit peu avant? Tu te dis qu'en fait, tu n'en as aucune idée. Du coup, tu te projettes pas du tout. Ou quand même, tu essayes de te rassurer en te donnant des prévisions? Non, mais tu es obligé de te projeter. Tu peux pas juste mettre la tête dans le sable et dire on verra la veille quand on aura l'info, quoi. Tu es obligé de te projeter. Après, tu lis des trucs, tu écoutes des podcasts, etc. et tu essayes de comprendre, mais ça change tellement vite. Et en fait, tout le monde est impacté par les mesures gouvernementales en France, à l'étranger, etc. Donc, c'est hyper changeant. Donc, en fait, l'info juste n'est pas fiable. Après, quand tu écoutes les experts aujourd'hui, ça se trouve, je te dis ça aujourd'hui, demain, ce sera pas vrai. On est sur un scénario, ce qu'ils appellent, il y a les scénarios en V, en U allongé, en W, etc. Donc là, on est sur un scénario en U allongé, ce qui veut dire, et ça sert à rien d'être très précis, etc. Mais en gros, ce qui veut dire, c'est que, a priori, sur l'été, si c'est possible, pareil, tu vois, tu as entendu aussi, peut-être qu'ils vont bloquer les vols nationaux cet été. Donc, si c'est possible, tu vas avoir une reprise des vols intérieurs, une reprise pas mal du trafic ferroviaire aussi cet été, une reprise qui sera progressive et lente cet été, parce que les gens ils vont privilégier des séjours courts et en France, parce que tu pourras pas aller à l'international ou tu prendras pas le risque parce que c'est plus safe. Après, donc ça c'est la reprise, vol intérieur, donc France, pays vraiment limitrophes. Après, à l'international, tu es plus sur une reprise Q4. Donc, tu vois, les States sont mis en confinement après nous, ça risque de durer chez eux, etc. Donc, tu vas pas aller aux States de sitôt. Donc, tu es plus sur une reprise Q4, octobre, novembre, décembre, une reprise qui est lente sur le trafic international. Et ce qui se dit, c'est que là, avant la crise, on faisait une croissance de 4-5% par an en Europe. Une croissance du trafic, c'était ça. Tu vas la retrouver d'ici 12-18 mois, cette croissance-là. Mais tu vas quand même mettre 6 à 7 ans avant de retrouver ta trajectoire d'avant-crise, quoi. Retrouver ton train d'avant-crise, tu vas mettre 6 à 7 ans. Donc, tu as quand même un impact qui est long. Et ils disent que le trafic 2020, qu'on devait connaître en 2020, sera retrouvé, lui, dans 3 ans. Donc, voilà, c'est à peu près les scénarios que j'ai en tête aujourd'hui, les plus précis. Mais il faut le suivre quasiment tous les jours, quoi. Il faut voir, parce que c'est tellement changeant. Alors, mais a priori, voilà, l'été sur les vols intérieurs, ça va commencer, et après Q4 sur les vols internationaux. Mais du coup, je vais te parler un petit peu d'innovation, innovation en temps de crise. Est-ce que aujourd'hui, cette crise vous a poussé, toi, ton équipe, tes associés, à imaginer un petit peu comment changer votre service, comment le faire évoluer? Mais je pense qu'il va y avoir un gros élan de consommation sur le local, la proximité, etc. Tu vas plus avoir envie de te faire importer des produits parce que ça sera moins safe que des produits français ou européens. Donc, tu vas avoir ça. Donc, effectivement, si tu parles de diversification, il y a on réfléchit. Enfin, pour l'instant, on est plus focus sur sauver la boîte et la relancer. Mais tu peux, par exemple, dire, ben voilà, tu vas mettre, t'as le véhicule du client, tu vas lui mettre du prêt dans ton coffre, etc. Tu peux te dire, mais par exemple, les gens ils vont privilégier des voyages en France. Donc, quand tu arrives à l'aéroport de Bordeaux, tu as envie d'aller dans les Pyrénées ou dans le Pays Basque, tu peux mettre des véhicules de location à disposition, des choses comme ça, quoi. Donc,
Nous, l'avantage de Blue Valet, c'est que au début, c'était Benoît et moi. Donc la première année, on était vraiment tous les deux. Et du coup, on a en fait nos premiers clients, notre socle fidèle et solide, on les connaît. Donc on a quand même une relation de proximité avec ces clients-là qui nous connaissent, etc. Et on a essayé de la cultiver, cette relation-là. Et je pense que ça va être essentiel pour la reprise. C'est-à-dire que être proche de ses clients et leur être utile, c'est vraiment la clé. Et je pense vraiment que en fait, tout ce qui est, il va falloir voilà, être utile, que le client te fasse confiance, etc. Et je pense qu'en fait, le futile va un peu se tarir là, après la crise. Et on va un peu se tourner vers l'essentiel tous, parce qu'on a tous pris une grosse gifle. On se constate qu'il y a des drames qui peuvent nous surprendre, nous surprendre à tout moment, pardon. En tout cas, j'espère que ça va se passer comme ça. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va appuyer à fond, quoi. C'est continuer à apporter un service simple, efficace, et essayer d'être utile pour nos clients et qui continuent de nous faire confiance. Voilà, on va essayer d'appuyer là-dessus sur ce qu'on faisait, ce qu'on essayait de faire bien, quoi. Et je pense que Ok. c'est ce qui peut nous sauver. Je vais rebondir un petit peu sur les questions qu'il y a dans le chat. Il y a pas mal, ce qui revient aussi, c'est comment un peu tu vas imaginer ton business à long terme dans un monde où tu as de moins en moins de gens qui veulent prendre leur voiture tout seuls et qui vont beaucoup plus essayer de privilégier les transports en commun. Est-ce que du coup, tu as réfléchi à ça déjà en avance sur ton business à long terme, sur cette montée finalement de plus du transport en commun et un peu moins de la personne qui va voyager seule? Et tu vois, là, ironiquement, en Chine, il y a eu un énorme boom des ventes de voitures neuves. Ah ouais? Parce que les Chinois, c'est reparti vraiment à la hausse parce que les Chinois, ils veulent plus trop se mélanger dans les transports en commun. Donc, ils constatent là qu'ils sont en train d'acheter une deuxième voiture pour se déplacer en voiture, privilégier les déplacements en voiture dans un environnement confiné plutôt que se mélanger en transport en commun. Donc, je sais pas si c'est un effet vraiment immédiat post-crise ou un effet à long terme. Mais je pense qu'en fait, effectivement, il y a des gens que sur des questions écologiques et tout ça, et c'est essentiel, qui vont venir en transport en commun et il en faut évidemment. Mais tu as des gens juste qui peuvent pas, qui habitent en périphérie. En fait, nous, quand par exemple sur les aéroports Charles de Gaulle et Orly, on cible pas du tout les Parisiens. Les Parisiens, ils ont pas de voiture, ils viennent soit en VTC, soit en transport en commun. On cible plus les passagers qui habitent en dehors de la couronne, qui habitent un peu loin, et qui n'ont pas le choix que de se rendre en véhicule, quoi. Et en fait, tu auras toujours des gens qui vont arriver en voiture dans les aéroports, avec des parkings qui seront saturés, etc., parce que la croissance des aéroports va reprendre. Donc, en fait, notre service sera toujours légitime, je pense. Ok. Il y a vraiment il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et du coup, encore une fois, malgré la crise, je me posais une question. Est-ce que tu penses que malgré le marasme un peu global qui touche l'industrie, Blue Valet peut ressortir plus fort après la crise qu'avant la crise? Ouais, je pense qu'on va en sortir plus fort déjà au niveau des équipes. Aujourd'hui, on a 95% de la boîte au chômage partiel, donc c'est beaucoup. Donc en termes de management, c'est super limité. Mais on a une happiness manager maintenant qui fait un super boulot et qui maintient les équipes actives, etc. pendant le confinement. Donc il y a des challenges quotidiens, il y a des channels Slack, etc. qui sont ouverts. Donc ça, c'est essentiel. En fait, je pense qu'on va vraiment ressortir de cette crise beaucoup plus soudé que ce qu'on était avant parce que ça va vraiment renforcer les liens. Ça, j'en suis convaincu et c'est essentiel. Il faut vraiment que ça soit ça. Donc ça, en termes d'équipe, je pense que on va sortir vraiment plus fort. Et après, en termes de service, mon frère et moi, au début, ce que je te disais au début, on s'est dit, merde, il y a un vrai sujet, etc. Et il faut qu'on prenne des mesures qui soient fortes pour sauver la boîte. Donc là, on y voit beaucoup plus clair. Maintenant, on a 4 semaines, etc. On y voit beaucoup plus clair. On a les banques, je t'ai dit, les actionnaires qui nous font confiance. Donc, on va se faire financer, on va sauver la boîte, on va avoir de l'argent pour la relancer. Donc, on y voit plus clair. Donc, on se dit vraiment comment tourner cette crise en opportunité. Et je pense que c'est le moment. Il y a des CEO qui ont le temps. Tu peux créer des nouveaux partenariats, discuter avec les gens et on l'a déjà fait, etc. Et si tu veux, on en parlera plus longuement dans un futur talk avec plaisir. Mais on a déjà pas mal d'idées. On y réfléchit tous les jours à créer de nouvelles opportunités, développer des offres de services, nouer des partenariats avec d'autres boîtes, etc. Pour en fait sortir du positif de cette crise et presque que du positif, quoi. Il faut vraiment avoir cette faculté-là d'être pragmatique. Au début, c'était être super pragmatique, prendre les problèmes un par un, les prioriser, les résoudre. Et là, maintenant, il faut réussir mentalement à switcher, se dire, en fait, ça nous arrive, c'est un fait. On a pris les mesures, on fait tout ce qu'il faut pour sauver la boîte et la relancer. Et maintenant, comment on peut tirer du bénéfice de ça? Et c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui, mon frère et moi, et ce qui animera les équipes bientôt. Dans les questions qui sont revenues, il y a également comment un peu tu vas gérer le stress d'avoir plus d'100 d'employés sous ta responsabilité. Alors déjà, je pense que c'est déjà un stress
de façon globale, encore plus en période de crise. Parce que quand on est chef d'entreprise, on n'est pas que responsable d'une boîte, on est aussi responsable d'une boîte qui donne des salaires. Ces salaires, ça sert à payer des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des engagements. Enfin voilà. Du coup, c'est quand même lourd pour des épaules. Comment tu arrives un peu à gérer le stress? Mais en fait, la chose la plus dure, c'était la première prise de parole avec les équipes, leur expliquer ce qui se passait, leur expliquer les mesures qu'on allait prendre, etc. Avec un flou, parce on n'était pas, enfin, c'est-à-dire que moi, j'avais un niveau de connaissance à zéro en termes de chômage partiel, hein. C'est-à-dire que je leur disais, on va avoir recours au chômage partiel, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Donc, aujourd'hui, on y voit plus clair. Donc, ce qu'il faut, fallait expliquer ce qui nous arrivait en toute transparence. Là, il n'y a plus de sujet voilà, on dit les choses qui se passent, on dit ce qu'on va faire, etc. Et c'est tenir au courant. C'est-à-dire, dès qu'on a des informations, c'est de tenir au courant. Dès qu'on aura on va bosser sur les scénarios de reprise, c'est de tenir au courant les gens. Et là, tu es content d'avoir des managers sur qui t'appuyer, qui gèrent leurs équipes, qui font les relais. Tu es content d'avoir une happiness manager qui entretient les équipes, etc. Et voilà, c'est dire les choses, être franc et puis essayer d'anticiper la suite et de tenir au courant, quoi. Et tu as aussi, enfin, c'est ça, tu as les mesures gouvernementales qui sont quand même assez favorables pour tenir. Après, je comprends que rester en confinement, c'est un poids pour tout le monde. Il va falloir vite retrouver l'activité, etc. Mais malheureusement, on n'est pas les seuls décisionnaires. Ok. Et justement, comment tu fais pour garder le lien avec tous tes employés? Tu te dis que finalement, tu contactes régulièrement leur manager et après ils descendent les informations, ou est-ce que c'est du mailing? Enfin, quel est un peu le process que tu as pour arriver à tenir l'ensemble de tes équipes au courant un petit peu de ton de la réalité pour Blue Valette régulièrement? Ça dépend des infos, mais c'est soit via les managers, soit on a un channel général de la boîte et on informe là-dessus, quoi. Ça, de manière assez D'accord. classique. D'ailleurs, comment tu fais pour travailler avec ton équipe? Ça, c'est une question qui n'est pas posée, mais c'est moi qui la pose. Vous avez quel outil vous utilisez en interne pour pouvoir communiquer tous ensemble? Vous utilisez genre par exemple, nous au wagon, on a un Slack, tu vois, Ouais, nous, on a Slack et Telegram. Slack et Telegram. Ouais. Ok. Je vois une autre question qui arrive. Vous travaillez pas mal avec des auto-entrepreneurs. Ouais. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez la possibilité de les accompagner pendant cette crise? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Cette question est revenue. Ils sont auto-entrepreneurs, donc ils sont indépendants. Donc tu peux pas avoir recours au chômage partiel. C'est pas des salariés, hein, donc c'est tout le sujet. Hein, voilà. Donc effectivement, on les informe de ce qui pareil. On leur donne un niveau d'information sur ce qui passe. Que nous on est un donneur d'ordre pour eux. Ce sont nos prestataires, donc forcément on doit aussi les informer sur ce qui nous arrive en termes d'activité. C'est-à-dire que de suite, dès qu'on a su que le niveau de commande allait chuter, quand la commande allait chuter, que eux forcément ils allaient avoir beaucoup moins d'activité et de manière assez drastique et brutale, on les a informés, on leur a dit attention. Là, à la fin de mois, ça va être difficile parce que vous pourrez plus travailler comme avant chez vous. Donc, on les informe, etc. De ce qui se passe. Voilà, on essaye de communiquer avec eux aussi de la manière la plus transparente possible parce que en fait, à la reprise, on aura besoin de tout le monde, quoi. Donc, c'est des gens, Parfait. c'est des voituriers qui sont formés, qui sont là avec nous, qui sont là pour certains depuis longtemps. Donc, en fait, il faut aussi on aura vraiment besoin d'eux à la reprise et on va compter sur tout le monde. Et en fait, le mot-clé dans cette crise, c'est vraiment la solidarité, quoi. C'est être solidaire tous ensemble. Et là-dessus, nos équipes nous, ont été super compréhensives et d'un support indispensable pour nous pour gérer cette crise-là. Très bien. Je te remercie pour ta franchise. J'ai une autre question que j'ai vu passer. Il y a des concurrents de Blue Valette. Quand une entreprise Ouais. fonctionne bien, forcément, elle attire la concurrence. C'est plutôt un bon signe pour toi, pour vous. Hein. C'est que si vous attirez la concurrence, c'est que vous faites bien les choses et que ça marche bien. Du coup, je te pose la question, c'est comment tu gères la concurrence? Est-ce que finalement, c'est quelque chose que tu observes de près pour essayer de voir comment est-ce que tu vas réagir par rapport à la concurrence? Ou est-ce que finalement, toi, tu suis ta ligne directrice, tu avances, et puis finalement, la concurrence, ils pourront essayer de te copier, de faire ce qu'ils veulent. Toi, tu essaieras toujours de te dire le meilleur moyen, c'est d'avoir une longueur d'avance. Comment tu as réagi par rapport à ça? Non, si tu es complètement franc, nous, on discute avec la concurrence. C'est-à-dire que nous, on a un concurrent en France. On a quelques acteurs qui sont locaux, etc., dans les pays. On a un concurrent principal. Forcément, au début, quand on a lancé le service,
La preuve qu'on avait fait un super benchmark, c'est qu'on les avait même pas vus, quoi. Quand on a lancé Blue, on pensait être seul. On s'est rendu compte 6-7 mois après qu'ils étaient là. Je pense que si je réouvre le benchmark ou le BP qu'on avait fait avant de lancer Blue, je vais avoir des fous rires, quoi. Donc c'est pour ça, c'est pour te dire qu'un BP, un benchmark, ça va pas faire tout le temps foi, quoi. Mais on a un concurrent avec qui forcément on discute. Ils étaient là 2 ans avec nous, ils avaient plus d'expérience et au début c'est notre locomotive, c'est-à-dire qu'ils ouvraient une nouvelle ville, on voulait en ouvrir 4 derrière, quoi. Donc ça nous a vraiment challengé. Et bien sûr, quand on regardait ce qu'ils faisaient, on regarde encore aujourd'hui ce qu'ils font, leur stratégie, etc. Même on les a rencontrés, on les voit sur les salons, on discute. Donc au début c'était ça, et puis après très vite nous on a une autre stratégie, c'est-à-dire qu'on s'est développé très vite à l'Europe, ils sont restés plutôt français, parisiens, etc. Donc on a une stratégie différente, on a ouvert des pays à l'étranger. Donc, et toujours là, bien sûr, on se regarde, on échange, même sur les acteurs. Quand on ouvre un nouveau pays, on va regarder s'il n'y a pas un acteur intéressant à racheter. On discute, il faut discuter avec les concurrents, c'est pas ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent quelque chose que des entrepreneurs ont peur de. Tu vois, ils peuvent se dire ouais, le concurrent, je veux pas discuter, je veux pas le voir, machin. Pour toi, c'est pas une bonne stratégie. Pour toi, justement, il vaut mieux le connaître, il vaut mieux discuter et poser les cartes sur table et en toute franchise réfléchir enfin, voilà, se dire des choses, quoi. Oui, après tu donnes pas un niveau d'information. Ouais, hein, tu bien donnes sûr, pas mais, tu n'envoies pas ton deck de ta levée, quoi. Mais tu discutes avec lui, quoi. Tu discutes, tu auras ce qu'il fait, etc. Ouais. ok. Il faut discuter avec les concurrents, pour moi. Il nous reste 3 minutes pour respecter le timing. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Moi, j'avais une dernière question à te poser. Ouais. Est-ce que tu as connu un échec qui t'a aidé à progresser? Ça peut être cette crise en soi qui finalement est la plus grosse difficulté et qui t'aide vraiment à progresser, peut-être au niveau de la boîte, peut-être personnellement, peut-être humainement, peut-être en tant que manager. Ou est-ce que avant, pendant les 5 ans où tu as géré 5 années d'existence, est-ce qu'il y a un échec particulier dont tu te rappelles qui t'a aidé à progresser? En fait, c'est un peu comme c'est la même réponse que pour le pivot. Je pense qu'il n'y a pas eu mon frère, moi ou la boîte, on n'a pas eu un gros échec en particulier qui m'a fait réagir, électrochoc et progresser, quoi. Mais je pense que c'est des erreurs quotidiennes qui te font remettre en question, t'interroger, demander conseil autour de toi et progresser, évidemment. C'est clé. Donc, j'ai pas eu un échec, mais je pense que j'ai eu 1000 petits échecs, quoi, plus ou moins gros, hein. C'est presque des échecs presque tous les jours. Pas des échecs, mais des erreurs. Un échec, c'est quand même brutal, quoi. Pour moi, même la crise aujourd'hui, c'est pas un échec, quoi. Ça nous arrive, c'est conjoncturel. Ça te met un coup de frein, ça te met un coup d'arrêt, tu réagis, mais c'est pas un échec. Un échec, pour moi, c'est quand tu baisses le rideau, que tu fermes la boîte, quoi. Ça, c'est un échec. Et un échec qui te fait apprendre en plus. C'est un échec, mais ça te fait apprendre vraiment. En 5 ans, j'ai appris plein de choses, quoi. Mais voilà, c'est ça, c'est des erreurs qui te font juste. Tu as vraiment une ouverture d'esprit. Tu vas discuter avec des gens, tu t'apprends, tu te fais progresser. En fait, c'est impossible d'avancer seul. Donc, c'est par ces petits échecs qui sont pas. En fait, il faut juste que tu aies des échecs qui soient pas trop brutales et qui arrêtent la boîte, quoi. Donc, en fait, il faut faire des erreurs parce que tu vas apprendre. Tu vas essayer de plus les refaire. Le tout, c'est d'en faire et de plus les refaire et d'apprendre. Voilà, c'est tirer l'enseignement des échecs, enfin des erreurs, et d'apprendre, voilà, d'essayer de plus les refaire et d'avancer, quoi. Et, C'est et marrant pas ce que tu avant, et dis, parce pas que abandonner. Ça, c'est le plus dur. C'est-à-dire que tu te dis, ben voilà, il faut continuer. mais justement, je discutais il y a quelques temps avec un VC américain qui a un peu une mentalité un peu différente avec les Américains. Lui, il disait qu'il avait plutôt confiance à faire confiance à des gens qui avaient connu des échecs. Ouais, non, mais c'est sûr. Euh, Un échec, c'est hyper formateur. Je dis, moi, un échec, c'est quand tu dis, ben, ma boîte, enfin, voilà, Blue Velvet s'arrête, etc. Voilà, ça, c'est un échec. C'est un échec, mais c'est un échec, c'est pas mauvais, un échec. Pour moi, un échec, c'est, t'as du bon à apprendre. C'est-à-dire que, imagine demain, là, avec la crise, Blue Velvet s'arrête. Ce qui est pas le cas, hein, je rassure tout le monde, mais si ça s'arrêtait, ben, en fait, en 5 ans, j'ai appris tellement de choses et qu'en fait, tu peux pas dire c'est un échec, j'ai perdu 5 ans de ma vie, etc. Tu t'en tires plein de positifs. Donc, en fait, effectivement, les mecs qui ont raté des boîtes, etc., c'est la culture américaine qui est pas trop la culture française de dire, les mecs qui ont raté des boîtes, ils ont appris plein de choses. Et moi, je crois à fond là-dessus. Mais c'est juste de dire que là, Blue Velvet, pour l'instant, on n'a pas connu, voilà, on n'a pas connu de gros échecs. On a fait plein de petites erreurs, on s'est remis en question. Voilà. et puis, ils ont pris des risques parce que finalement, pour avoir une belle croissance et un beau succès, il faut aussi savoir prendre des risques. Et, Ouais, et ça fait partie aussi de la mentalité. ouais, il faut prendre des risques, il faut investir, il faut recruter des bonnes personnes, leur faire confiance, déléguer vite, etc. Et puis avancer tous ensemble dans la même direction, c'est essentiel. Écoute, j'avais promis qu'on s'arrêterait à 19h, je vois qu'il est 19h01.
Écoute, ben moi, je tiens vraiment à te remercier, Hugo, pour ton temps, pour ta disponibilité, aussi pour la franchise de notre échange et toutes les réponses que tu as fait qui étaient extrêmement, extrêmement honnêtes. Merci pour tout. Merci à toi de m'avoir donné la chance, la parole, c'est important, je pense, et j'espère que ce webinaire était intéressant pour tous. Mais écoute, je vois beaucoup de gens qui ont l'air contents sur le chat. Donc merci à vous d'avoir participé. C'est très important pour nous de voir que vous êtes aussi nombreux. On était plus de 100 ce soir. Donc vraiment merci. Merci beaucoup à Véronique d'avoir joué la modératrice ce soir et d'avoir répondu sur tout plein de questions qui étaient en live tout à l'heure. Et puis écoute, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir justement à la sortie de cette crise pour faire une nouvelle conf sur comment vous avez continué avec vos valettes, cette très belle aventure et comment vous, justement, vous avez sorti par le haut de Avec toute plaisir. cette aventure. On peut se reparler dès que ça reprend et dès que tout le monde est en activité. Avec plaisir. Bon, j'espère que ça vous a plu tout le monde. Ouais. Et puis, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à regarder les autres webinaires que l'on propose avec le wagon. Vous pouvez voir ça sur Twitter, sur notre Eventbrite, sur Facebook et tout ça. Bonne soirée Merci à tous. Bertrand, merci le Wagon. Bonne soirée. Merci à toi, Hugo.